Salut la Wizards Nation, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo à 4, comme vous pouvez le constater, on a un peu recruté dans l'équipe Wizards France. On a eu une augmentation du budget, donc on s'est permis. On va faire rapidement les présentations. Alexis, je te laisse commencer, comme ça on laisse les deux rookies pour la fin. Yes, bah écoutez Alexis, comme d'hab, CM depuis un petit moment maintenant. Malheureusement peut-être depuis trop longtemps même. Mais voilà, une nouvelle preview, c'est reparti. Geoffrey, Salut. Geoffrey, CM aussi, quelques live tweets, quelques articles. Le pessimiste de l'équipe, c'est moi qui vous rappelle que la réalité c'est 33 wins et pas 51. Axel, Salut, moi c'est Axel, donc CM depuis un an, donc sophomore, puis rookie cette saison. c'est Mais vrai. et donc un plaisir de faire cette preview avec vous aujourd'hui. Bon, bah écoutez, voilà comment ça va se passer pour aujourd'hui. On va se faire une petite review de la saison passée, voir un peu ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché. On se projette un petit peu sur les arrivées, la free agency, comment on voit un petit peu les choses, et puis on essaie de voir si oui ou non l'équipe a passé un cap et comment on peut organiser tout ça sur le terrain. Et puis on finira avec un petit pronostic de fin de vidéo pour voir s'il y en a qui sont un petit peu trop optimistes ou il y en a qui sont un peu plus réalistes. On verra ça. Je pense qu'il y aura matière à discuter. On commence tout de suite par la petite review. Donc, l'année passée, on finit en 35 victoires, 47 défaites, ce qui nous classe 12e de la conférence Est. Une saison mitigée, médiocre, wizardesque, je serais tenté de dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues de cette saison passée? La première, Wes Sunset Junior, est-ce que vous avez un petit truc à dire là-dessus? Bah, ça avait très bien démarré, très très bien démarré. On commence la saison avec les nouvelles recrues. Après le trade de Westbrook, on arrive. 3 semaines de jeu, on se retrouve premier à l'Est, 10 victoires, 3 défaites. On se dit, ça y est, l'équipe a passé un cap, on va être la darling de l'Est, à nous de briller. Puis on a fait du Washington quand on s'est retrouvé au All-Star Break, on était déjà 8 9e. C'était déjà fini. Il y a ce trade Porzingis qui vient un peu redynamiter la seconde partie de saison. Les éclairs de Kyle Kuzma, mais c'est vrai qu'on s'est franchement ennuyé sur la seconde partie de saison. C'était très compliqué. Bill qui se blesse très rapidement. Compliqué de juger la première année de coach Ansel Junior. Bill ne joue que 40 matchs, Hachimura 40, des trades par-ci par-là. C'était une saison vraiment médiocre et il n'y en a vraiment pas grand-chose à retenir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais franchement, c'était long. C'était un tunnel à partir du buzzer de Rosanne au Nouvel An. Ça a mis fin à la saison et après, c'était catastrophique. En fait, ouais, depuis mi-novembre, c'est la traversée du désert, quoi. Tu fais 11 victoires en 15 matchs. Tu as un début de collectif, tu as de la défense, ça joue bien, Bill est en forme. Il marque un peu moins, mais ça marche quand même. Et puis arrive Nouvel An. Et ouais, c'est le retour des Wizards, quasi Scott Brooks, quoi. Donc, on a des flashbacks du Vietnam parce qu'on revoit Denny Avdia en 3D, alors qu'il peut très bien tenir la gonfle. On a des flashbacks du Vietnam parce que Bill se reblesse et qu'il n'y a pas de timetable pour qu'il revienne. Bon, c'est compliqué, ouais. C'est bien les 2 premiers mois. Ouais. Moi, j'en retiendrai que, ouais, après la blessure de Bill, toujours l'incapacité de la franchise à prendre une vraie décision dans la direction qu'elle veut prendre. Parce que chercher les playoffs avec un effectif trop court, bah, selon moi, ça n'a pas grand intérêt et notre incapacité à tanker bien, à développer les jeunes correctement, toujours entre l'entre-deux qui est jamais bon en NBA et dans lequel on est excellent depuis des années. Ouais, depuis des années. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, on n'est pas suffisamment bon pour passer véritablement le cap des playoffs. On est toujours à la lutte entre la 8e et la 12e place. Alors là, il y avait le play-in, donc on a pu espérer encore un tout petit peu plus, mais au final, on est encore, quoi qu'il arrive, loin du compte. Euh, Quand même, une note positive, je pense, 35 victoires avec un Bill qui joue 40 matchs sur 82. Est-ce qu'on peut aussi légitimement se dire qu'avec un Bill, allez, peut-être pas 82 matchs, mais à 70, 75 matchs,
on peut peut-être passer de 35 victoires à finalement 41, 42, 43 et au final être dans le wagon pour les playoffs. C'est aussi voilà, c'est ce qui est un peu dommage de la saison passée, c'est qu'on n'a pas véritablement pu juger la première saison de Westenseld. Même si on a vu quelques principes défensifs, effectivement, sur un mois de compétition, on était tout feu, tout flamme. Tout de suite, on était contender 11-2 en novembre. On avait déjà mis le petit mème avec le palmarès 11-2 en novembre, on est premier de l'Est. Mais voilà, finalement, c'est retombé. Je pense que c'est aussi ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on n'a pas pu vraiment profiter de cette saison complètement. Et même si, comme tu l'as dit, Alexis, sur la fin, on a vu du Porzingis et que c'était quand même pas mal. Voilà, grosse déception dans l'ensemble. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas marché aussi. Dinwiddie, ça n'a pas marché. Et voilà, il y a des choses qu'il a fallu retravailler. Ouais, complètement. Après, quand même, pour défendre Wes Unseld, certes, il y a eu des circonstances atténuantes et la saison au final est quand même pas terrible. Mais on a quand même vu quelques principes de jeu, à la fois, comme tu l'as dit, très agressifs sur les lignes de passe. En défense, ça a très bien tenu sur le premier mois et demi de compétition avec un Bill qu'on a vraiment vu à son plein potentiel de l'autre côté du terrain, par exemple. Ça, c'était la plus grosse métamorphose de mon côté. Et surtout, un jeu beaucoup plus lent que chez Scott Brooks. Il faut dire qu'on avait je pense peut-être la pace la plus rapide de la ligue. Mais du coup, là, le contraste est là et franchement, c'est saisissant. Et quand même, il y avait la volonté de jouer collectif. On termine 12e en termes d'assists par match avec cette équipe-là qui a été pas mal blessée, etc. Donc, c'est que il y a quand même quelques principes de jeu que Wes Unseld a voulu mettre. Il n'a pas pu complètement les mettre en œuvre, mais on a vu des petites bases posées. Et maintenant, c'est à lui de consolider tout ça avec un roster qui est finalement pas trop différent de celui de la saison passée. Et alors, ouais, déjà, il y a un point qui est important que tu as mentionné, mais que je vais rementionner, je pense, souvent dans cette vidéo, c'est on a vu Bill défendre cette année. Je pense que c'est important à souligner, on a vu Bill défendre cette année. C'est pas arrivé suffisamment souvent pour qu'on puisse se permettre de le passer comme ça sous le tapis. Après, il a eu des problèmes d'effectifs, le pauvre Unseld, Montrezarel, Dinwiddie, Bertans. Soudainement, il a collectionné les têtes de con. Bon, voilà, ça arrive, malheureusement. C'est comme ça ne compute pas, il faut nettoyer. Et à Stray Porzingis, on va en reparler, mais moi, je pense que je vais avoir besoin de le voir fonctionner avant de penser que ça fonctionne. Et puis, on a un problème, on a un gros problème surtout qui, d'après moi, n'a pas été nettoyé cet été, c'est qu'on a un front courte qui est bouché comme le périph' parisien à 7 h du matin, quoi. Enfin, je sais qu'on a un fervent défenseur de Kawhi Rui-Hachimura, mais je pense que s'il y a un fusible qui doit sauter avant le mois de février, a priori, ce sera lui, ouais. Malheureusement. On aura l'occasion d'en reparler, effectivement. Axel, est-ce que tu as un petit truc à rajouter par rapport à ça ou est-ce qu'on passe au topic suivant? On peut y aller, on peut y aller. On enchaîne. On peut y aller. Alors, on se projette un petit peu, voilà, on avance un petit peu dans le temps, on a fait la saison écoulée. L'intersaison, on a eu des moves intéressants. Donc déjà, en fin d'année passée, l'arrivée de Porzingis et le départ à la fois de Tim Winky et de Davis Bertans. En arrivée majeure, on peut noter évidemment Barton, Montemoris, en provenance de Denver, Dylan Wright, le meneur défenseur très intéressant de mon point de vue. Taj Gibson, un vétéran qui va faire du bien, je pense, pas que sur le terrain évidemment, et principalement dans le vestiaire. Et puis via la draft, Johnny Davis. Donc voilà, des recrues un peu voilà, de tout âge, de tout poste, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces arrivées? Est-ce que ça va permettre à Washington de passer un cap? Est-ce qu'on va avoir une équipe de Washington au premier plan à l'Est avec ces quelques arrivées? Compliqué à dire parce que le dossier principal de l'été, c'était quand même la prolongation Uno de Bill. Effectivement, il a prolongé. Je pense qu'on va y revenir assez longuement après. Et du coup, à partir du moment où tu as Bill qui émerge à 50 millions, il faut l'encadrer au mieux avec ce qui te reste. Et comme Washington n'est pas particulièrement sexy, et j'en veux pas aux joueurs de la ligue, je les comprends, c'est un peu compliqué
de monter un projet cohérent avec plusieurs All-Stars. Donc, tu te retrouves avec un duo Bill-Porzingis que tu n'as pas encore vu jouer. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de se projeter sur la saison parce qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut finalement. Mais c'est plutôt excitant sur le papier. Tu as un arrière All-Star, un intérieur potentiel All-Star. Donc, ça te met forcément un plancher qui est assez haut déjà. On ne va pas tanker avec ce duo-là, a priori sur le papier, sauf si blessure il y a. La perte de KCP, elle est très bien compensée par l'arrivée de Barton Montemoris. Moi, je trouve que c'est un plutôt bon trade. Gagnant-gagnant, a priori, pour les deux équipes. Montemoris, je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu, mais moi, je trouve qu'à 9 millions la saison, c'est plutôt complémentaire de Bill. Il n'y a pas grand-chose sur le marché non plus. Je trouve ça pas mal. Dylan Wright sur le banc, c'est très bien. Pour finir les fins de match, c'est vraiment top parce qu'en défense, tu as un backcourt qui pourra à peu près défendre. Et non, c'est plutôt une bonne intersaison. Je ne sais pas, ça ne fait pas un cap, je pense pas. On va y revenir après, mais l'Est est énormément renforcé. Mais c'est une bonne intersaison dans la marge assez réduite que Tommy Shepard avait en fait. Ouais, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Le chèque, il n'est pas très épais. Et à partir du moment où tu en as déjà donné quasiment 2 tiers à ton franchise player, bon, tu fais comme tu peux à côté. Cela étant, je ne pense pas que Taj Gibson, ça fasse gagner des matchs. Je ne suis pas sûr que Will Barton, ça fasse gagner des matchs non plus. C'est des joueurs de devoir, c'est super cool. Quand j'ai besoin de finir de remplir mon roster à NBA 2K, c'est généralement vers ces joueurs-là que je me penche. Mais ce n'est pas des joueurs qui t'aident à... Disons, si demain, tu dois être à la bataille entre la 10e et la 11e place pour éviter de passer pour un con, je suis pas sûr que Taj Gibson et Will Barton soient les joueurs qui t'aident à pencher du côté 10 plutôt que du côté 11. Et en fait, c'est là que j'ai un problème avec notre intersaison, c'est que Monty Morris, c'est super. Je pense que c'est le meneur qu'il fallait à cette équipe, vraiment. Il a les qualités nécessaires pour jouer à côté de Pilou. Maintenant, je ne sais même pas qui est notre poste 3 titulaire, tu vois. C'est quand même délicat à 2 semaines de la reprise. Et là, les matchs qu'on vient de voir au Japon, on tourne le 2 octobre, les matchs qu'on vient de voir au Japon, ils ne te disent pas qui est le 3 titulaire. Ça, c'est un problème. Axel? Ouais, moi, de mon côté, je suis dubitatif sur le poste de meneur titulaire. Je vais attendre de voir Montemoris pour juger. Euh, Wright et Morris en backup, ça aurait été parfait. En titulaire, ça me semble un peu léger là en début de saison, mais on verra. Je ne juge pas trop avant. Je trouve qu'on a bien travaillé sur le banc. Comme l'année dernière, je trouve qu'on a un banc très très solide en termes de NBA. Mais c'est Alexis qui disait tout à l'heure, on a un effectif plutôt similaire par rapport à la saison dernière. C'est vrai, mais on a plein de joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, entre Bill et Porzingis qui n'ont jamais joué ensemble. Kuzma et Bill qui au final n'ont pas joué tant de matchs que ça, vu que Bill s'est blessé avant. Et faire en sorte que le 5 majeur match et que ça prenne, ça va être l'un des gros enjeux de cette saison. Et donc on va commencer avec un peu de retard là-dessus par rapport à d'autres équipes qui peuvent se connaître. Et donc, ça va être l'un des gros enjeux de cette saison, essayer de faire matcher tout ce monde. Parce que si ça match, ça peut être vraiment cool. Mais il faut que ça marche, faut que ça matche et il y a du travail à faire pour que ce soit le cas. Donc, intersaison, ok, sauf à la draft, que je trouve mauvaise de mon côté. Mais sinon, dans le recrutement, c'est plutôt pas mal avec ce qu'on avait. Ouais, je suis globalement d'accord avec vous. Je pense quand même qu'on sous-estime un petit peu l'upgrade qu'on a réalisé au poste 1. Il faut quand même se rappeler qu'au poste 1, on avait quand même Ish Smith et Raoul Neto. Désormais, on a Monte Morris et Dylan Wright. Alors, effectivement, ce n'est pas des All-Stars en puissance, hein, on ne va pas se le cacher. Mais par contre, quand tu vois ce qu'on avait précédemment, c'est quand même vachement, vachement mieux. Comme le disait aussi Alexis, je pense que KCP, c'est pas mal. Je pense que Denver, c'est un très, très bon ajout qui va bien, bien compléter leur effectif. Donc, pour moi, le trade, il est gagnant-gagnant, véritablement. Dylan Wright, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. On aura l'occasion de reparler un peu dans nos 5 qu'on souhaite mettre en place et les rotations. Taj Gibson, moi, j'attends beaucoup de la part de Taj Gibson. Je vais vous dire pourquoi, pas forcément sur le terrain, évidemment. Mais voilà, je pense que le cap qu'on va réussir à passer, ça va se faire notamment grâce à nos jeunes. Ça va être le développement de Denis, ça va être le développement de Rui, ça va être le développement de Daniel.
Et un Taj Gibson, tu vois, moi j'ai envie que sur Twitter, on voit un peu les insiders dire ah, bah tiens, après le match, Taj Gibson, il a pris Deni Avdia avec lui après le match. Et puis il lui a demandé de défendre 100 fois sur lui, 100 possessions sur lui. Que Daniel Gafford, il lui apprenne à poser des écrans comme un vrai pivot athlétique, physique, et que Rui Hachimura, bah, il développe un petit peu son jeu à mi-distance. Donc voilà, moi, j'attends vraiment de la part de Taj Gibson qui puisse un petit peu encadrer cette jeunesse, parce que je pense que le cap qu'on va passer, ça va se faire grâce à cette jeunesse. Et on a besoin de vétérans attitrés à ce rôle. Euh, Pareil qu'Axel, pardon. Johnny Davis, on ne va pas l'enterrer trop vite, hein, c'est un rookie évidemment. Et puis l'année dernière, on se rappelle que Corey Kispert, c'était aussi compliqué en début d'année. J'ai quand même la sensation sur les matchs de Summer League ou même les deux matchs de pré-saison, il a quand même du mal à faire les différences. Alors effectivement, il y a peut-être un peu d'appréhension, un peu de peur, il n'y a pas de souci avec ça. Je pars quand même du principe que là, j'ai vu le match encore ce matin, il y avait des randoms du côté des Warriors. Bah, les mecs, ils se dépouillaient, quoi. Et là, Johnny Davis, il était un peu en dedans dans l'intensité et j'ai peur que, on verra après au niveau des rotations, mais j'ai peur qu'il ne trouve pas sa place finalement dans l'effectif. S'il ne monte pas son apport très très vite, je pense que le salut pour lui va passer par la défense parce que ça va être dur sinon d'exister au sein de ce roster. Je voulais revenir rapidement sur la draft et la sienne, parce que je vais faire un petit point sur la draft des dernières années qu'on a fait. Donc l'année dernière, il y avait Kispert autour de 15. Il y avait Avdia en 9, Rui en 9 les années précédentes. Et on se rend compte que tous nos seconds tours de draft, entre autres, ne servent à rien. Isaiah Todd, 31 l'année dernière, pour le moment, on ne l'a pas vu. Il y avait eu Cassius Winston il y a quelques années. Aussi, pareil, là, il est au Bayern cette saison. Et donc, on est quand même dans une draft depuis que Shepard il est là où on draft des joueurs de rotation, quoi. Il n'y a aucun risque qui est pris. Jamais on tente d'avoir un potentiel prospect qui pourrait exploser et devenir plus qu'un joueur de rotation. Et je trouve que ça se voit encore à cette draft, quoi. On a un poste de pivot, je vais y revenir plus tard dans la vidéo, mais où tu as Porzingis qui est injury prone, tu as Gafford derrière, et après la rotation, c'est on en a parlé, ça soit attends que je retrouve les noms, je l'ai entendu. Hernan Carré. Vernon Carré, c'est ça. Et Taj Gibson. Est-ce que quand je vois que Détroit ont réussi à choper aux Hornets Jalen Duren ou des choses comme ça un peu après nous, moi je trouve ça assez incroyable qu'on ne soit pas jeté sur l'occasion pour pouvoir renforcer notre raquette, même si on est déjà pas mal blindé sur le front de court. Mais en termes de talent, normalement ça ne se refuse pas. Et les débuts de notre rookie cette saison, on est dubitatif là pour le moment sur ça. Donc ouais, la draft peut mieux faire, je trouve. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas notre point fort et pas pas un A+ sur cette intersaison. Non, c'est vrai que la draft, on aurait pu prendre plus de risques. Les Hawks ont fait AJ Griffin en 16, par exemple. Ça, c'est à la fois en termes de fit et de potentiel, le plafond, c'est intéressant. Après, Johnny, je pense qu'on va lui laisser du temps. Moi, le seul élément qui m'inquiète un petit peu, c'est son premier pas, je le trouve particulièrement lent. Et du coup, sa principale force, qui est a priori sa force de drive, elle a été complètement annihilée par toutes les défenses, et même des défenses, comme Quentin le disait, des mecs qui jouent même pas chez les Warriors, par Jérôme Robinson, par exemple. Donc Le GOAT. c'est quand même compliqué. Masterclass. Il y a, il y a un monde dans lequel il finit, il débute la saison en G-League, l'ami Johnny, ce serait pas grave, faudrait pas qu'il le prenne. Faut pas que mentalement ce soit compliqué pour lui d'aller là-bas et qu'il le prenne mal. Mais effectivement, comme il disait Quentin, on va parler après des rotations. Ce Johnny Davis-là, à ce niveau-là, il n'a pas sa place en NBA ou alors vraiment en garbage time de garbage time. Je crois même pas. Je crois même pas parce que tu regardes sur le poste 1 et 2, Dylan Wright, Monty Morris au 1, Bradley Beal, Corey Kispert au 2. J'ai pas de temps à lui donner à ce brave Johnny, quoi. Ça a l'air d'être un jeune plein de volonté, mais ouais, il faut qu'il commence en G-League, quoi. Il faut qu'au moins les 2 premiers mois de la saison, il soit en G-League, qu'il aille s'affûter, et qu'il continue de jouer, qu'il soit dedans. Mais là, à l'heure actuelle, sans blessure, avec un effectif plein qui fonctionne, il n'y a pas de minute à lutter. Je suis d'accord. Mhm.
Pour finir sur cette intersaison de l'été, j'avais une question pour vous sur le poste de meneur pour y revenir une dernière fois. On a vu les Hawks qui ont tradé pour Dejounte Murray. On a vu qu'il y avait Brogdon qui était dispo. Est-ce qu'on a loupé une occasion de se positionner sur l'un des deux ou est-ce qu'on est bien avec Monte Morris? Moi, je pense qu'on s'en sort pas si mal. Effectivement, il y aura toujours mieux à faire. À mon avis, il y avait quand même mieux à faire. Même à l'époque où, rappelez-vous, Ben Simmons, il était un peu en dilettante, on ne savait pas trop ce qu'il voulait faire. Je pense qu'on aurait pu éventuellement essayer de monter un trade. Je pense que Monte Dylan Wright, ce sont deux gars de, je pense, 28 et 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ils sont au top de leur carrière normalement. Donc, si on cherche quelqu'un qui apporte tout de suite maintenant de la meilleure façon possible, bah, je pense que ces gars-là, voilà, ils ont largement de quoi faire le taf et ils ont vraiment, je pense, le profil pour compléter Bill qui va pouvoir se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, quand même, marquer des paniers. Je pense que le décharger un tout petit peu de la création et puis avec Dylan Wright, du meilleur extérieur adverse à défendre, je pense qu'on s'en sort pas si mal que ça sur le poste 1. Ouais, je suis plutôt d'accord. Un peu frustrant de voir que les Celtics ont récupéré Brogdon pour finalement pas grand-chose, alors que nous, je crois que c'est Tice, Naismith et des pics, un truc comme ça. C'est vraiment rien du tout. Je pensais que c'était a priori le dossier principal. Moi, je préfère honnêtement récupérer Monte dans le trade et KCP, ça me va très bien. Plutôt que lâcher des pics encore pour Malcolm Brogdon. Je suis pas sûr que l'écart soit si important que ça. Par contre, pour Dejounte Murray, je pense qu'on aurait pu. A priori, on était sur les dossiers, on était parmi les équipes intéressées. Donc ça, c'était très bien. Mais je pense qu'on a les moyens quand tu vois contre quoi est parti Dejounte. Je pense qu'on a les moyens, honnêtement, d'avoir une offre à peu près similaire à celle des Hawks, ne serait-ce qu'en termes de pic et de jeunes. Plus du contrat expirant, je pense, on se serait débrouillé. Mais un peu déçu par rapport à ça. Et j'avais très peur, par contre. L'intersaison était très mauvaise si seulement on était à chercher Donovan Mitchell, parce qu'on était dans le top 3 des équipes les plus intéressées. Donovan Mitchell, Bradley Beal sur le backcourt. Très bien, ça marque beaucoup, mais alors en défense, c'est un immense nom. Et j'aurais eu très peur de ce qu'on aurait dû lâcher pour aller chercher Donovan Mitchell. Donc finalement, Monte Morris, c'est la solution du moins pire. Et je demande à voir. J'ai plutôt bien aimé sur les deux premiers matchs. Là, je trouve que ça fit plutôt bien avec Bill. Il y avait plusieurs conneries à pas faire cet été, hein. Il y avait Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, ouais, je pense que c'était dur à faire. Il y en a une qui est toujours pas faite, mais j'ose espérer qu'on la fera pas parce que Utah est en reconstruction. Je pense qu'il y a toujours un Mike Conley à récupérer. J'espère, je touche du bois de la peau de singe que ce sera pas pour nous. Ouais, moi, je trouve que par rapport aux années précédentes, notamment les années Grunfeld, on a surtout évité de faire des conneries cet été. Ouais, Monte Morris, Dylan Wright, c'est peut-être pas Cadillac flashy, mais on sait que ça va taffer et ça répond aux besoins qu'on a. Tu n'as pas besoin de plus. Idéalement, tu as besoin d'un All-Star, mais tu es Washington, tu peux pas. Donc, bon, là, va falloir te concentrer sur ton trio Bill, Kuzma, Porzingis, prier relativement fort pour qu'ils fassent au moins 70 matchs ensemble. Après, on verra. Moi, je pense que l'intersaison, elle a fait son taf. Il n'y avait pas besoin de faire plus, il n'y avait pas les moyens de faire plus, et il y avait surtout moyen de faire pire. Donc, c'est bien qu'on ne l'ait pas fait. Je suis assez d'accord. Et donc, si on n'a pas fait d'erreur, ou pas trop, sur le poste 1, qu'est-ce que vous pensez du poste 2, et plus précisément quand même du gros dossier de l'été, des 250 millions de Bradley Beal? Est-ce que vous les auriez donnés? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'aimerais bien votre avis là-dessus. Alors, l'an passé, dans la preview qu'on a faite à deux, Quentin, on avait très peur que Bill ne prolonge pas. Et c'est vrai qu'avec le recul, en fait, la saison a fait qu'on en a un petit peu voulu à Bill, entre guillemets, de prendre ces 250 là. Mais l'an passé, on avait très peur qu'il parte pour rien. Au final, il reste là. On sécurise un joueur de grand talent pour un bon moment. Le prix, malheureusement, c'est le lot des franchises comme la nôtre qui sont un peu médiocres ou pas très attractives. Tu es obligé de payer très cher si tu veux attirer des stars. Donc, on n'avait pas trop le choix, je crois. Malheureusement, on n'avait pas trop le choix. Et on espère que cette équipe-là, elle va s'améliorer de trade en trade pour l'amener le plus haut possible. Mais ça va être compliqué.
En fait, tu n'as pas le choix. Parce que des talents générationnels comme celui-là à Washington, il y en a un tous les 10 ans. Donc, fatalement, quand tu l'as, tu le sécurises. Euh, Maintenant, ce talent-là particulièrement, je reste éternellement convaincu qu'il ne fallait pas mettre autant sur le chèque. C'est les règles de la NBA, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais ouais, non, quand tu as un talent comme ça, tu dois le sécuriser pendant. Même si ça nique tes finances sur les 5 prochaines années. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, je suis plutôt dans la même optique si l'équipe est dans l'optique de continuer à être compétitive et de ne pas tanker. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut le prolonger. Et même si en termes de prix de 150 millions, c'est trop par rapport à la valeur de Bill, bah, t'hésites pas et tu lui donnes. Et il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, si Harden est considéré comme meneur, Bill, c'est le meilleur arrière de la ligue pour moi. Donc, il n'y a pas de souci à lui mettre ce tarif, surtout chez nous. Ouais, je suis assez d'accord. On n'avait pas vraiment le choix. Maintenant, il va falloir qu'il l'assume. Il a dit qu'il voulait gagner à Washington. Il va falloir qu'il l'assume et ça va forcément passer des deux côtés du terrain. Si on veut pouvoir éventuellement prétendre au titre, en tout cas être dans les meilleures équipes avec un Bradley Beal en franchise player, il va falloir qu'il se donne des deux côtés et qu'il montre qu'il est capable de tirer la franchise vers le haut. Effectivement, je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix. Donc le choix a été fait, mais en fait c'était effectivement à mon avis un non-choix parce qu'on n'avait pas, voilà, c'était ça où il partait contre rien et finalement bon, bah voilà. Est-ce qu'on se projetterait pas sur le terrain, les 5 joueurs que vous mettriez sur le terrain, un peu comme on pourrait voir les rotations. On a déjà quelques petites informations sur ce qui semble se tendre pour la saison à venir. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez mettre comme 5 et essayer de faire un peu fi de ce qui se dit à droite à gauche, des infos qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le terrain et pourquoi? Alexis, si tu veux commencer. Ouais. Du coup, bah, je pense que pour le backcourt, moi, il n'y aura pas trop de surprises a priori, sauf si déjà on va le mettre Bill en 1, mais je ne suis pas convaincu de la pertinence du truc, pourquoi pas. Mais du coup, on partirait sur Monte, Bill, Monte Morris, Bradley Bill, poste 1 et 2. Kuzma, poste 4, a priori, ça souffre pas trop de contestation, sauf si tu considères Porzingis comme un 4, ce qui n'est pas impossible, et Porzingis en 5, parce que je pense qu'on le fera jouer 5. Et après, la grosse interrogation, c'est est-ce que tu considères KP comme un 5? Si oui, bah, c'est poste 5 titulaire. Et la deuxième et la principale, puisque c'est le poste où on est le plus fourni, c'est le poste 3. Moi, j'ai envie de croire au potentiel de Deni Avdija. Pour moi, ça doit être mon poste 3 titulaire indiscutable. Faut qu'il le montre maintenant. Mais à mes yeux, s'il rallie son potentiel, franchement, c'est lui le poste 3 à la fois des deux côtés du terrain parce qu'il a un profil unique, facilitateur et excellent défenseur. Euh, mais j'ai un peu peur que Unseld se rappelle au bon souvenir de Denver et nous décale Will Barton en 3. Mais ça, on verra. Je pense qu'on Et peut tourner autour de ça, hein, vu que tu as tout mentionné, euh, dans le sens où, ouais, si on part avec Porzi en 5, le 5 va ressembler beaucoup à ce que tu viens de dire. Et compliqué de voir autre chose. Moi, j'avoue que en termes de complémentarité, j'ai un peu des doutes sur Kuzma Porzingis. Je ne sais pas si c'est le plus complémentaire de l'effectif. Et en plus, si on doit ajouter à ça Avdia à côté, je trouve que tu perds un peu de l'utilité de Kuzma qui a été très bon balle en main l'année dernière. Et donc, je lui donnerais bien la balle en main encore un peu cette saison. Mais donc, si tu la donnes à Kuzma, tu la donnes moins à Avdia. Donc, il y a tout ça à régler pour essayer de voir la complémentarité de tout le monde. Mais Avdia joue très bien off-ball. En fait, c'est là où on a un vrai problème, c'est que déjà, je vais tout de suite shooter l'éléphant dans la pièce, mais capé en 5, capé en pivot, c'est une immonde connerie. Il n'a pas le physique, il a un antécédent de blessure qui fait que maintenant, il a peur quand il rentre dans la peinture. Ça se voyait à Dallas et ça se reverra chez nous si c'est à nouveau le cas. Et en plus, il a le jeu d'un ailier fort. Il s'est shooté à mi-distance, il s'est shooté à 3 points. Il peut défendre, mettre des guillemets, mais il peut défendre jusque dans le périmètre. Il, il,
il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas le profil d'un Gafford. Ce n'est pas un 5 dans l'idée du 5. Donc, en fait, si vous voulez faire là maintenant le 5 majeur, là, à l'heure actuelle, de la façon dont les joueurs s'entendent et la façon dont la balle doit circuler, je pense que Will Barton doit être titulaire, mais parce que Porzingis est au 4. Et que si tu mets Porzingis au 5 et que tu rentres Avdia au 3, ben en fait, tout le monde sait où défendre et ton équipe est prévisible. Et ton équipe a une circulation de balle qui est médiocre, tout au plus. En fait, je trouve qu'on est un peu dans la merde au niveau du 5 majeur parce que, entre guillemets, on doit mettre Kuzma titulaire. Pour moi, c'est le fait qu'on doit mettre Kuzma titulaire qui nous met dedans. Et Kuzma, c'est un 4, c'est pas un 3. Pour moi, ça serait ce qu'on a vu, je crois, c'est sur le premier des deux matchs. J'ai pas vu celui de ce matin. Mais le premier des deux matchs, il me semble qu'il commence au poste 3 avec Hachimura en 4 et Porzi en 5. C'était pareil ce matin. Bah, pour moi, c'est pas bon. Genre, faut pas faire ça cette saison. Si on fait ça, ça va pas bien se passer. Et ouais, il faut rester vraiment. On a de la chance cette année. On a 2 vrais postes 3 avec Avdia et Barton. Il faut capitaliser là-dessus. Et bah, donc les 4 de la raquette, comme Kuzma, Porzingis, Hachimura et Gafford, bah, on se débrouille pour les faire jouer les 4 sur les 2 postes 4 et 5. Mais il ne faut pas qu'il y ait de dépassement de fonction en 3, poste 3 pour cela. Je suis assez d'accord avec vous. Je rejoins Geoffrey sur un point. J'aime beaucoup Porzingis en 4, mais malheureusement, vu la construction de l'effectif, je ne vois pas comment il peut être 4. Parce que si tu veux offrir du temps de jeu à Kuzma, à Hachimura, à Porzingis, éventuellement Avdia sur du poste 4, on peut voir sur certaines séquences, je pense, du Avdia à poste 4. Ça fait quand même beaucoup de monde pour laisser Gafford tout seul en 5. On sait que Gafford, il a quand même pas mal de soucis de fautes. Si c'est pour qu'il soit à 3 fautes en 8 minutes, parce que c'est la porte ouverte sur les postes 3 et 4, et qu'au final, en fait, je pense que Porzingis, en fait, les rotations vont se faire aussi en fonction de ça. Ça va être les fautes de Gafford. Ça va être est-ce que Porzingis il va jouer 82 matchs dans la saison. Je pense qu'on n'a pas un front de cours qui va être défini du match 1 au match 82 et ça va se faire vraiment au fur et à mesure des aléas de la saison. Si Gafford progresse sur ses fautes, bah moi je dis s'il veut jouer 20 minutes poste 5 ou 25 minutes poste 5, éventuellement décaler Porzingis en 4, ce qui fait sens, parce que Porzingis en 4 et Gafford poste 5, en termes de complémentarité, de spacing avec Porzingis en 4, de rebond, de défense, de protection de cercle, ça fait hyper sens. Franchement, ça fait sens. Problème, ça sous-entend que Kuzma, il est poste 3. Moi, je suis un peu comme toi, Axel, je le mettrais plutôt poste 4. Hachimura, on aura l'occasion éventuellement d'en reparler un peu plus tard, mais je pense qu'il peut toquer à la porte du 5 titulaire. Pour être tout à fait honnête, je veux voir ce que ça donne à Hachimura. Je crois toujours en lui. Il a montré des belles choses l'année dernière derrière l'arc. Faut pas me faire croire que ce joueur ne se développe pas. Alors oui, il arrive en NBA très très tard. Il va pas avoir un plafond démesuré. Mais si on prend un petit peu tout ce qu'il a progressé sur les 3 premières années, on a vu que c'était un scoreur consistant. On a vu sur quelques bris pendant quelques matchs qu'en défense sur isolation, il n'était pas nul à chier. Alors effectivement, en défense globale, c'est pas le meilleur défenseur, très loin de là, mais il a montré quelques petits trucs sur défense en isolation. L'année dernière, derrière l'arc, c'était intéressant. Poste 3, je pense qu'il peut faire tout à fait sens. Mais voilà, dans une notion d'équilibre, en fait, moi, je pense que Kuzma, il a fait une trop belle saison l'année dernière. Que de par sa saison passée, de par son statut global en NBA, on est obligé de le mettre titulaire. Mais qu'en sortie de banc, même à 30 minutes, même à 30 minutes par match, je pense qu'en sortie de banc pour mettre le feu en seconde unit, ça pourrait être vraiment très, très, très intéressant. Mais de par sa saison passée et de par son statut, je ne vois pas comment Nsel va pouvoir le mettre sur le banc, parce que Kuzma, objectivement, il mérite par rapport à la saison passée d'être titulaire. Donc, effectivement, on a pas mal de problèmes. J'aimerais juste revenir très rapidement sur le poste 1. J'ai l'impression que ça fait consensus Montemoris titulaire. J'aimerais bien voir, moi, personnellement, Dylan Wright aux côtés de Bradley Beal, parce qu'il a fait, alors c'était un match de pré-saison, c'était les Baby Warriors, mais il a fait des winning plays en défense. Je pense qu'à côté de Bradley Beal, ça peut être le complément idéal, ce qui laisserait éventuellement Montemoris pour organiser la seconde unit.
Moi, perso, Barton, je le mets aussi en seconde unit. Donc, Monte Morris et Barton, ils se connaissent très, très bien. Sur la seconde unit, je pense que ça peut cliquer ensemble. Donc à voir. Et Avdia dans le 5 de départ pour amener de la défense. Je pense qu'avec moi, mon 5, ça serait Dylan Wright, Bradley Beal, Deni Avdia, Kuzma, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et honnêtement, je pense qu'il mérite par rapport à la saison, et Porzingis, poste 5. Alors effectivement, c'est un peu porte ouverte en défense, le poste 4, le poste 5. Mais moi, j'aimerais bien justement Dylan Wright et Deni Avdia pour avoir quand même deux bons gros défenseurs dans le 5 de départ. Parce qu'avec Bill, Kuzma et Porzingis, sinon tu vas te prendre 120 points par match et c'est injouable en fait. Et du coup, on est bien d'accord que le vrai problème et en même temps la force de cette équipe, c'est qu'on est trop chargé sur les postes de forward. Et en fait, là, l'effectif en tant que tel, il n'est pas fini, malheureusement. Et tu vas te retrouver soit avec des frustrations, soit avec, comme tu dis, par exemple, un Kuzma sur le banc, effectivement, ça fait sens, sauf que si tu le mets sur le banc, ça génère de la frustration. Ou soit avec tes jeunes qui vont rester des joueurs moyens, voire médiocres, parce qu'ils n'ont pas le temps de jeu et l'expérience nécessaire en fait, pour progresser. Mais effectivement, Hachimura, je ne suis pas convaincu par ta raquette Hachimura Porzingis si Kuzma devait aller sur le banc. Ce serait ça ou ce serait Hachimura Oui, Gafford? oui, ce serait ça. Ce serait ça parce qu'on aurait Deni Avdia sur les ailes pour Ok. défendre et Hachimura en aide défensive et Porzingis en protecteur de cercle. Parce que Porzingis, ce n'est pas un grand défenseur. Par contre, en termes de défense d'arceau Ouais. et capacité à bloquer, je pense qu'il fait quand même le travail. Donc, éventuellement, ça pourra un petit peu décharger Hachimura de ça. Et puis Hachimura, malheureusement, le problème qu'il a actuellement, c'est que off-ball, c'est moins bien que d'autres joueurs. Donc, il a quand même besoin de cette capacité de création à côté de lui. Donc, avoir un Deni Avdija à côté de lui, un Bradley Beal à côté de lui, je pense qu'il va plus y gagner qu'à avoir éventuellement des poulets sans tête comme Barton qui vont get buckets et voilà, ils vont pas s'occuper de savoir si Hachimura est à la gonfle ou non. Donc, je pense que voilà, Hachimura, ça peut faire sens, mais on retombe sur le même problème de Kyle Kuzma qui va devoir sortir du banc. Et ça, à mon avis, je pense qu'en termes de hiérarchie, c'est impossible actuellement. Ça, je suis Ouais. Et plutôt juste, d'accord avec toi. Ouais. ouais, vas-y, Axel. J'allais dire, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la raquette Hachimura Porzingis me semble plus complémentaire que Kuzma Porzingis, qui, sur le papier, je trouve ça un peu effrayant. Je suis vraiment pas convaincu. Après, il faut aussi se mettre du côté de nos adversaires. Quant à Kuzma qui a un 6-10 et Porzingis qui a un 7-3, je pense, euh, si tu arrives si tu arrives à travers la création de Bill à t'ouvrir des drives et qu'à un moment donné, quand tu te retrouves en défense, à avoir un pick and roll ou un pick and pop Bill Porzingis, pour les défenses adverses, ça va être impossible de défendre en 2 contre 2. Donc, tu vas forcément avoir besoin de l'aide défensive de quelqu'un, ce qui va te laisser éventuellement un Kyle Kuzma seul qui va pouvoir éventuellement couper weak side ou quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi un cauchemar pour les adversaires de devoir jouer, de devoir défendre sur Kuzma Porzingis. Alors, effectivement, attaquer, c'est plus facile, mais à défendre, je pense que. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffrey, par rapport à ça. Euh, que- quel est ton Ah, ressenti toi, sur la raquette? déjà, il y a un élément fondamental que de toute façon, qu'il faut pas enlever, c'est Kuzma est titulaire. Point barre. En fait, peu importe comment on le retourne, peu importe comment on essaie de le voir, Kuzma va être titulaire. Parce qu'il a fait 70 plus matchs l'an dernier, parce qu'il a été le facteur X qu'il a été, pour toutes ces raisons-là qui nous ont fait nous enflammer pendant les live tweets. Ce mec-là va être titulaire. Point. C'est pas négociable. Après, est-ce que c'est poste 3 ou poste 4? Mets ta vie quand même que c'est un vrai poste 4 solide. Les soirs où il en a envie, il est capable de fournir de l'effort défensif. Je ne te dis pas que c'est Dennis Rodman, mais bon, au moins il essaye. Ta raquette Hachimura Porzingis, elle me pose un problème parce qu'elle est soft. Elle est oméga soft. Elle ne pose aucun problème à une quelconque attaque, en fait. Et on va prendre un cas pratique simple. Demain, tu te déplaces à Cleveland avec une raquette Hachimura Porzingis, mais ta peinture, ça va être Bagdad. Hein. A priori, tu vas passer une mauvaise soirée. Hein. Si je Et peux, par si je contre, peux permettre juste de compléter, Geoffrey, pour moi, la seule solution, c'est peu importe qui tu mets, que ce soit Kuzma ou Hachimura, pour moi, la logique est à peu près la même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faudrait éventuellement décaler FD en 4,
on sait que les 4, ils ont pas mal de ballons dans les mains quand il s'agit de faire des systèmes ou de créer des petites choses, donc ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'il va vivre ce 82 matchs sur le poste 4? Je ne pense pas. Non. Donc, la seule solution plus ou moins viable, et moi je trouve qu'en termes de complémentarité, pardon, c'est quand même très bien, c'est Porzingis Gafford. Mais on retrouve encore le même problème du bouchon au poste 4 et de Gafford qui ne va pas pouvoir tenir le poste 5 tout seul parce qu'on sait très bien que Daniel Gafford, au bout de 18 minutes, il a 4 fautes. Donc, on a un problème sur le poste 4. Ah, Donc, il faut limite en trader un pour un autre pivot backup ou titulaire. Mais c'est exactement ce que on j'allais en dire. arrive à là. Ouais, on en arrive à là. En fait, ton Hachimura, c'est une excellente clé dans un trade. J'allais C'est dire une le contraire excellente. pour Kuzma, moi. J'allais dire qu'on trade Kuzma, justement, fin d'année et tout ça. Tu Comme Ouais, ça, on n'a pas à le justement, repayer. justement ce qui est à prendre dans la réflexion, c'est que Kuzma, il est en fin de contrat cette saison, il a une player option à 13 millions. Je ne pense pas qu'il va la prendre au vu de sa saison passée, sauf s'il est catastrophique cette saison, je ne le souhaite pas. Mais s'il est à peu près dans ses standards, il ne prendra pas sa player option à 13 millions. Hachimura est free agent l'an prochain. Restricted, il me Donc, semble. C'est ça? oui, Ouais, RFA. exactement. Oui, oui, c'est son année 4. Exactement. Donc, ces garçons-là, ils ont aussi un contrat à aller chercher potentiellement. Et ça peut entrer dans la ligne de compte aussi d'un point de vue d'un trade en février, quoi. Les deux peuvent être susceptibles. S'il y en a un des deux qui est vraiment en dessous et qu'il faut faire de la place, comme vous dites, pour aller chercher un pivot ou pour simplifier tout simplement la rotation, c'est pas impossible que ça bouge dès février. Et alors, on trade Donc, lequel des deux au choix, là, maintenant? bah, là, ça dépend combien Kuzma demande. Bah, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que Kuzma va demander trop et mettre entre 20 et 25 à Kuzma. Je Bah, pense Kuzma, que ça ressemble quand même. Ça ça rime ressemble à fort rien. à une saison, ouais, c'est ça. Ça ressemble fort à une saison très forte tout seul. Mm. Mais est-ce qu'il va confirmer sur la durée? Je sais pas. Peut-être, hein. Je l'espère. Mais ouais, c'est un petit casse-tête là quand même, ce 5 majeur. Et ça prouve bien, on a pas, je crois on est 4, on n'a pas du tout le même 5 majeur tous les 4. Ça Non. prouve bien il y a un petit problème dans la gestion et dans la hiérarchie de l'effectif. C'est pas normal qu'à 3 semaines de la reprise, tu puisses pas être au moins d'accord sur 4 de tes joueurs, quoi. Donc, il y a un petit problème de hiérarchie. Et, c'est le seul truc qui peut mettre un peu faux vestiaire, sinon, tu n'as pas particulièrement de tête de con, je pense. Mm. Ouais, je À voir, pense je aussi. sais que, excuse-moi, je te Ouais, coupe. Il y avait Barton à Denver qui avait râlé un peu quand il avait commencé à sortir du banc. voilà. J'espère Ouais, que on verra lequel 3 est titulaire. Moi, j'avoue, c'est le seul poste où je suis pas décidé. Le poste 3, j'ai pas d'avis encore. Mais à voir s'il accepte de sortir du banc s'il est amené à le faire. C'est la même question que j'allais me poser, mais le problème, c'est que si tu as. Et je pense malheureusement, que parce que Barton vient de Denver, que parce qu'il a quand même, quoi qu'il arrive, un vécu en NBA, à mon avis, Deni Avdija, il va passer derrière Barton. ouais. Et on va se retrouver avec Bill, Barton, Kuzma et Porzingis sur les postes 2, 3, 4, 5. Mais il va y avoir qu'un ballon. Donc, à un moment donné, il va falloir obligatoirement faire des ajustements. Un Deni Avdija qui va peut-être avoir besoin de moins shooter pour faciliter le jeu, pour créer des espaces, pour défendre. Pour moi, c'est un no-brainer de mettre Deni Avdija poste 3. En termes de complémentarité, en termes de projets qu'on a sur le moyen terme et le long terme, en termes de développement de joueurs et en termes surtout de Barton en sortie de banc, je pense que ça peut cliquer, hein, Barton en sortie de banc. Donc, pour moi, c'est. Ouais, mais malheureusement, à mon avis, Barton, on va arriver le premier match de la saison, il va être titulaire, Ouais. malheureusement. Je pense que le 20 octobre au soir, il est titulaire poste 3. Ouais. Et Mm. lui aussi, il a un contrat à aller chercher. Donc, j'ai peur qu'il soit là pour prendre ses tirs aussi. Parce qu'il Mm. a fin de contrat 2023, il a 14 millions l'année. Donc, je pense C'est- qu'on va avoir un vrai problème à ce niveau-là. Et après, en soi, que Denis démarre sur le banc et s'il finit les matchs et qu'il a au moins 25 minutes et qu'il a un peu le ballon et qu'il a un peu l'initiative, ça ne me dérange pas forcément. Mais si par exemple, si c'est lui qui finit les fins de match, c'est pas un problème. Mais j'ai peur qu'on se retrouve un peu sur une situation à la Brooks où en fait les jeunes se retrouvent parce que c'est trop bouché devant et que tu as une hiérarchie à respecter, ils se retrouvent coincés, tu te retrouves avec des jeunes moyens, tu vas nulle part et tu restes médiocre et tu passes jamais ce cap que tu dois passer. Voilà. Ouais, je suis malheureusement que trop d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut simplement se dire que c'est un consensus que Corey Kispert est backup de Bill au poste 2?
Je pense Ouais. que Ouais. avoir Johnny Davis, encore une fois, à l'instant T, je pense que Corey, quand même si aujourd'hui c'est un peu tordu la cheville, j'espère que c'est pas trop grave. Mais voilà, je pense que. Et après, il reste la bataille du poste 1, voir qui débute, qui termine. Et en fonction de qui tu as dans la raquette, qui peut faire le meilleur complément. Mais je pense qu'on a. Je pense que le vrai upgrade de notre intersaison, c'est sur le poste 1, parce que Ishmi et Raoul Neto. Ouais. Alors, Et Ishmi, Thomas Satoransky. ça animait les live tweets à 2 h du matin. C'était, bon voilà, lui, il était là pour. Tu vois, l'apport d'un Taj Gibson, en termes d'expérience et de vétéran, c'est quand même autre chose que Smith. Smith, il a quand même fait 14 franchises, hein. Enfin, il a été transféré 14 fois dans sa carrière. Je veux dire, construire une identité, une culture et puis essayer de gagner, c'est pas la qualité première de Will Smith. Lui, il est là pour mettre ses paniers puis distribuer à droite à gauche de temps en temps. Et puis voilà. Donc voilà. Et puis il y a toujours les cas, Anthony Gilles. Bon, sur 7-8 minutes, s'il met de l'intensité en défense et puis il rentre ses 3, on pourrait dire que c'est pas mal. Ouais. Peur que Ansel lui donne un peu trop de temps de jeu. Mais, ça, on verra. En fait, c'est ta Je fin de sais match. qu'Ansel l'aime beaucoup. En fait, Ça c'est sera ta lui fin de notre match. pivot backup. On verra. C'est ta fin de match quand tu as besoin de chien de garde et que ton 5 majeur, c'est Dylan Wright, Corey Kispert, Denny Avdia, Anthony Kidd et Taj Gibson. Tu vois. On va mettre 2 points en 10 minutes, mais on n'en prendra pas. Et s'il faut, il y aura un blessé en face. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'on a fait le tour des. Ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vouliez revenir? Je pense qu'on a quand même été assez complet. Est-ce que ça vous fait un peu peur, vous, le fait que l'année dernière, on était encore 25e defensive rating? Il va falloir quand même se mettre les bouchées doubles. Bradley Beal en premier, je pense que si on veut de toute manière espérer quelque chose, il va falloir que tout le monde se bouge le cul. Je pense que notre salut va passer par le collectif, quoi qu'il arrive. Mais on a une belle profondeur de banc. Je pense Donc surtout voilà. qu'on peut être une attaque élite et que Ouais. ça peut faire aussi la différence là-dedans. La défense, on n'a pas les profils parfaits pour défendre, je trouve. On peut essayer de ne pas être cata, être autour du 20e, 15e rating, mais je pense qu'en attaque, pourquoi pas viser une top 5 attaque de la ligue? Pour moi, c'est pas impossible. Ça va dépendre de Wes Unseld. Cette saison, on va pouvoir le juger vraiment s'il n'y a pas de blessure. Mais ça peut être l'un des objectifs. Et c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que après, on a vraiment vu 2 matchs de préparation au Japon avec le décalage, etc. Mais le playbook en attaque est vraiment limité. C'est vraiment limité. Bon, on verra. On Comme l'an jugera. dernier. Comme l'an dernier. Ouais. On jugera dans 2-3 mois. Yes. Est-ce qu'on passe au prono, les gars? Oh, Allons-y. yeah. Allons-y. Qui se lance en premier? Combien de victoires? Axel. J'y vais, je suis le neutre du groupe. Donc, je nous mets finir égalité, donc 41-41. Et je nous ai mis 9e de la conférence Est, donc dans le play-in, en ayant 2 matchs à jouer pour se qualifier pour les playoffs. Avec, pour moi, on est dans le range de 7 à 10. Donc dans le play-in, on se bat avec Cleveland, Atlanta et Chicago. Donc ce sont nos 4 adversaires principaux. Pour moi, on est devant New York, Pistons, Hornets, Indiana et Orlando. Facile. Et en gros, notre saison, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est le moment, c'est les blessures. Quand tes 2 meilleurs joueurs, c'est Bill et Porzingis, bah, tout dépend de leur santé. Et si les deux jouent 70 matchs, bah, limite, j'ai envie de te dire, on peut aller chercher presque un top 5. Si tout se goupille bien, que le coach, ça marche bien, que le banc gère et qu'il n'y a pas trop de blessures. Mais s'il y a des blessures, on sera même pas play-in, quoi. Et on fera semblant de tanker et on terminera 12e et on aura un mauvais pic et on fera un 8e homme d'une équipe, quoi. La spécial Wizard. Exactement. Donc pour moi, on est 9e parce que j'ai misé sur le fait que les deux jouent une soixantaine de matchs, 60-65, sans trop mouiller. Voilà. Je prends la suite parce que j'ai à peu près le même prono. 9e également, 2 victoires de plus. On est à 43. J'ai envie d'y croire au duo Bill Porzingis, mais il y a trop de si pour que je sois certain que ça puisse au moins atteindre les 45 victoires. Il y a 2 ans, on aurait joué les playoffs largement quand tu vois que New York de 2 ans finit 4e, je crois. Donc cette équipe-là de New York, à l'instant T, je pense qu'on est meilleur qu'elle, mais l'Est a tellement progressé qu'en fait, on a toujours 2 ans de retard. On n'a pas attrapé le bon wagon. On aurait dû soit tanker, soit jouer le all-in.
Alors, on se retrouve, voilà, on va faire une saison wizardesque, je pense. J'espère quand même que le duo Bill-Porzingis va nous donner envie de regarder les matchs. On a une belle profondeur de banc. Un coach, c'est plus sa saison rookie, il est en sophomore. Il doit commencer à avoir quelques principes. Un début de calendrier, pas trop mal. On joue 2 fois Indiana, Chicago, Cleveland, Détroit. On peut prendre des victoires là-dessus et bien démarrer dans cette belle dynamique. Ça nous a bien réussi la saison dernière d'ailleurs. Donc, j'ai envie d'y croire, mais pas trop non plus. Donc, 43 victoires et 9e place à l'Est. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 36-46. 36-46. On est 12e. On a encore l'air con. On a filé 250 pruneaux à Bill. Il a joué 51 matchs. Porzingis prend 36 millions à la saison. Ça tombe bien. 36, c'est le nombre de matchs qu'il a joué aussi. Le 3-4-5 n'est toujours pas défini. On ne sait pas qui est pivot, on ne sait pas qui est ailier. On sait que Deni Avdija n'est pas 3&D. Bravo. Le playbook offensif de Wes Unseld Jr., c'est pas loin d'être 50 nuances degrés, sauf qu'à la fin, c'est nous qui nous faisons baiser. La défense, elle tient à des événements individuels. Elle tient aussi à la grandeur de Deni Avdija et à sa façon d'avoir envie de défendre. Non, 36-46, il n'y aura pas mieux. 12e, et puis peut-être qu'on va bien drafter l'année prochaine et que ça va nous carry. Hein? Bon, je vais finir avec mon prono. Vous me connaissez, le grand optimiste que je suis. Je vais vous donner une fourchette de victoire, mais je vais partir du principe que Porzingis, va jouer 70 matchs minimum dans la saison, que Bradley Beal, on va retrouver le Bradley Beal pré-blessure, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, il est quand même blessé quand il a joué. Si on retrouve le Bradley Beal d'il y a 2 saisons, c'est quand même assez intéressant. Je pars du principe qu'au niveau du timing, les jeunes, c'est cette année qu'ils vont se développer parce que Rui Hachimura, il a montré des belles choses, il est capable, il a un contrat à aller chercher. Deni Avdija, on l'a vu pendant l'Eurobasket. Il y a moyen que ça devienne un pur joueur. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que Bradley Beal et Porzingis, oui, il va y avoir du temps d'adaptation. Oui, en défense, ce n'est pas l'assurance tout risque, c'est moins qu'on puisse dire. Mais par contre, quel calvaire pour les autres quand ils vont devoir défendre sur Bradley Beal et Porzingis. Et je pense ne pas me tromper en disant que Bradley Beal n'a jamais joué avec un intérieur aussi fort. Il a eu John Wall dans ses coéquipiers de niveau All-Star, mais il n'a jamais joué avec un intérieur aussi fort de toute sa vie. Moi, je mets 46 victoires. Si tout ça, ça clique, 46 victoires. Difficile à positionner parce que je pense qu'à l'Est, il va y avoir beaucoup d'équipes entre 43 et 48 victoires. Je pense que grosso modo, ça va les placer 6e, juste avant le play-in. J'ai un peu plus de réserve par contre quant au play-off parce que je pense qu'on a une bonne équipe de saison régulière. On a beaucoup de profondeur, mais qu'au final, quand les rotations se raccourcissent un petit peu et que c'est vraiment les vrais bons joueurs et les vrais bons défenseurs qui font le travail en play-off, voilà, un peu plus sceptique. Mais pour une saison régulière, je pense que ça peut cliquer. 46 victoires, 6e. On a eu un peu toutes les visions possibles en vrai, hein, entre de la plus pessimiste au mieux. Et en vrai, entre 12 et 6, c'est notre range, hein. Dans tous les cas, on ne sortira pas de là. Et je Le pense ventre que mou. ça va. Exactement. Les Wizards dans leur globalité, dans leur Normalement, histoire. on a de beaux maillots cette saison quand même. C'est vrai. Ouais. Le throwback, il est vraiment beau. Cherry Blossom, il est cool. Hein. Il est juste à côté de moi là. Vive la Chine. Mais oui, tu l'as eu. Ouais. Est-ce que pour terminer, les gars, on ne se ferait pas juste un petit focus sur un jeune joueur, votre attention sur un joueur, éventuellement ce que vous attendez de lui cette saison, et peut-être que ça va être ce joueur-là qui va nous faire plutôt passer vers la 6e place plutôt que la 12e. Est-ce que votre attention sera portée sur un joueur en particulier? Moi, c'est pas très étonnant. Moi, ce sera Denis. J'en attends énormément, peut-être trop. Mais j'attends à la fois qu'il se responsabilise, mais qu'il soit responsabilisé surtout par Wes Unseld. On l'a pas encore assez vu l'an passé. C'est pas forcément avoir balle en main, parce que des fois, son handle est encore un peu limite pour l'NBA, quoi qu'il a progressé sur ça, on l'a vu à l'Euro de basket. Mais c'est surtout l'inclure dans les systèmes, ne serait-ce qu'une petite déviation. Je sais pas, quand tu disais poste 4, un peu à la Draymond a beaucoup le ballon sans pour autant être l'initiateur principal.
c'est un peu ce rôle-là que moi j'attends de Denis. J'attends les Clems comme d'hab en défense parce que c'est là qu'on l'attend et c'est assurément notre meilleur défenseur. Voilà, Denis, je l'adore. J'espère vraiment qu'il va confirmer son très bon Euro et j'espère qu'on va beaucoup le voir, surtout. Au moins 25 minutes, s'il te plaît, Wes. Axel? Moi, je vais aller sur Daniel Gafford, donc notre seul vrai pivot cette année dans l'effectif, qui a une belle marge de progression. Le point où il a le plus de chance cet été, c'est que maintenant il a 2 meneurs dans l'effectif et 2 meneurs avec un niveau pas dégueu, même si c'est peut-être pas des All-Stars en puissance, c'est des vrais meneurs. Et essayer de voir s'il a pris en maturité en défense et qu'il arrête d'être à 3 fautes au bout de 4 minutes dans le premier quart et voir s'il peut faire le taf et continuer là-dessus, quoi. Progresser en défense, c'était très bon en deuxième rideau, progresser sur l'homme et essayer de voir si face à des joueurs plus, il arrive à avoir un petit upgrade et être moins dominé que la saison dernière. Je pense qu'il peut nous faire vraiment du bien cette saison. Geoffrey? Moi, j'ai envie de voir Vernon Carré. Je sais que c'est moche, hein, j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie de voir Vernon Carré. Déjà parce que c'est notre deuxième seul pivot de métier dans l'effectif. Et que du coup, comme Daniel Gafford va jouer, puisque Kristaps Porzingis va jouer au 4, tout va bien se passer. Donc j'ai envie de voir Vernon Carré parce que c'est justement le profil de fan match que j'aime. C'est un mec, il shoot pas, il sait qu'il sait pas shooter, c'est très bien, mais c'est un gars qui pose des écrans, c'est un gars qui défend, il est long, il est athlétique. C'est un gars, tu lui donnes ne serait-ce que entre 10 et 15 minutes par match. Je suis convaincu en mon fort intérieur que ça fait la différence. À côté de vrais chiens comme Anthony Gill et Denis Avdija, c'est vraiment une équipe autour de Bill. Tu as un début de spacing parce que tu as quand même des mecs qui peuvent shooter et surtout tu as une défense, tu as des clamps. Et ouais, j'aimerais voir des minutes de Vernon Carré cette année. Je peux me brosser sans doute, hein, mais j'aimerais voir des minutes de Vernon Carré. On risque quand même de le voir de temps en temps, je pense, sur les fins de match, quand on aura pris un blowout. Une fois sur deux, on risque éventuellement de le voir. Moi, je vais partir sur Rui Hachimura. Je pense que je suis peut-être le dernier un peu à croire en lui, ou en tout cas à pas vouloir le mettre à la porte. J'y crois encore au projet Baby Kowa. Il a eu des petits soucis de santé au niveau du mental, principalement, évidemment. Il faut quand même pas oublier que quand il a fait une série de playoffs contre les Sixers, il est capable de tourner en 15 points, 6 rebonds. Là, cette année, il s'est développé un tir à 3 points. Ça peut être notre menace à l'aile, weak side. Ça peut être. Il a un contrat à aller chercher quoi qu'il arrive. C'est la saison, entre guillemets, ou jamais, parce qu'il va falloir qu'il se sorte les doigts parce qu'il y a de la concurrence. J'ai envie de croire en lui. Je veux voir ce dont il est capable. Là, j'ai vu des premières bribes de drive vers le cercle. Il se contente plus seulement de son mid-range ou d'attendre. Là, quand il prend un rebond défensif, il va remonter le terrain, il va faire des choses. Il ne va plus être simplement dans la situation d'attente. J'attends de sa part principalement qu'il progresse off-ball. S'il ne progresse pas off-ball, ça va être très compliqué de vivre avec des mecs qui ont besoin de shooter. Donc, il va falloir qu'il se crée des démarquages pour pouvoir éventuellement recevoir des ballons. J'espère qu'il va faire l'effort de se mettre dedans et d'être fort jusqu'au quatrième quart, parce qu'on l'a vu aussi un peu s'effacer sur les fins de match. Mais voilà, c'est l'année ou jamais de toute façon, parce que je pense que s'il ne passe pas le cap cette année, malheureusement, il va un peu tomber dans l'oubli de la NBA en général, et pas simplement des Wizards, parce qu'il est déjà assez vieux. Donc c'est l'année ou jamais pour lui, et moi je crois en lui, et je vais avoir un œil sur lui cette année. Les gars, je pense qu'on a fait le tour de cette preview. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, on va parler 1h30 des Wizards, c'est déjà beaucoup. Hein. Je suis pas C'est sûr déjà qu'il bien, en ouais. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va avoir encore des auditeurs après 1 heure sur les Wizards? Bon, dans tous les cas, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Et puis, on va se retrouver pour le début de la saison. Il y aura toujours le site qui va reprendre, on espère, du poil de la bête. On est en plein recrutement de recruteurs. Vous avez vu, on est 4, donc on va pouvoir un peu mieux gérer les live tweets comme ça a été fait l'année dernière. On va essayer de vous proposer du contenu. Et puis, si on essaye dans l'année de vous choper un joueur NBA ou une personnalité des Wizards, ça serait sympa aussi qu'on puisse essayer de refaire ça. Donc
Donc voilà, je vous souhaite à tous, ceux qui nous regardaient, une bonne fin de journée ou une bonne début de matinée si vous nous regardez le matin. Et puis nous, on se retrouve d'ici quelques jours sur Twitter. Ciao l'équipe. Tu l'équipe. Ciao! Salut.